savoir qui, on va commencer par la négation, qui ne travaille pas dans l'informatique ce soir, dans cette salle? C'est bien. Qui ne connaît pas du tout les sociétés de services en informatique? Tout le monde a quelques connaissances. Effectivement, donc je vais vous faire part d'une petite dizaine d'années d'expérience dans ces sociétés, avec donc, 3 sociétés différentes, une dizaine de clients différents, plus ou moins connus, plutôt régionaux. Et donc je vais vous présenter un petit peu les sociétés de services en ingénierie en informatique. J'aurais tendance à dire S2I, hein, pas ESN, ça vient de changer de nom cette année, je ne suis pas encore tout à fait au point, ça sera pour les prochaines... Dans les prochaines années, évidemment, on passera au numérique, donc qui est un terme qui englobe un peu plus de choses que l'ingénierie en informatique. Au final, c'est juste un terme. Donc, ce qu'est une ESN, donc une société numérique, donc ce que c'est, ce que ça n'est pas. Ce n'est pas une industrie, parce qu'on ne fournit pas un produit. Il n'y a aucune production, en règle générale. Ce n'est pas un éditeur de logiciel, donc c'est le même principe, et ce n'est pas réellement du conseil, même si forcément on peut retrouver quasiment ces 3, on peut quand même retrouver, rien n'est étanche, tout n'est pas étanche entre ces sociétés-là. Donc c'est une société de services qui permet de la maîtrise d'œuvre, donc de fournir un service à d'autres types d'industries. Est-ce que je vais continuer? Donc, un exemple de société de service, ça va être, donc là, ce sont les sociétés de service les principales. Moi, sachant que quand j'ai commencé, c'était une entreprise d'une trentaine de personnes pour un seul client. Donc forcément, quand on veut un peu de mobilité, c'est restrictif. D'où l'intérêt des fois de pouvoir changer d'entreprise. Quelques exemples de grosses sociétés, ça va être Capgemini, donc la plus grosse entreprise française, qui fournit quand même 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on en entend peu parler des sociétés de services. Mais actuellement, ce sont des entreprises qui ne connaissent pas la crise, qui vont embaucher, qui vont brasser entre guillemets énormément d'argent et qui vont vous permettre de découvrir le métier. Donc là, par exemple, sur Capgemini, Atos, Sopra, on est à 6000 embauches prévues pour l'année 2014-2015, enfin 2014, à peu près équivalent pour l'année 2015. Et ce sont des entreprises qui bougent, mais surtout en se rachetant les unes les autres. Donc on peut le remarquer, hein, Sopra Steria, on peut voir les publicités à la gare de Nantes, notamment, de leur rapprochement. Ça peut être des rachats, ça peut être des filiales d'entreprises plus pérennes, telles que Orange ou Thales, qui vont créer des entités juridiques indépendantes qui seront considérées comme des sociétés de services. Ce qui veut dire que les personnes qui seront dans ces entreprises peuvent travailler pour une entreprise mère, pour travailler pour d'autres entreprises, suivant les projets. Effectivement, c'est assez diffus et au final, les entreprises du numérique prennent quand même une envergure qui n'est pas retranscrite dans les médias. Donc, nous, comme nous travaillons tous à peu près soit dans l'informatique, soit en connaissance de ce qui s'y passe, nous en avons connaissance. Mais la majorité des personnes ne savent rien. Ces sociétés sont complètement autonomes. Ce sont des structures décentralisées. Le directoire souvent est à Paris, et ensuite les agences se retrouvent proches des clients. Typiquement dans la région nanterraine, on truste la place du Grand Ouest, Lyon, Toulouse pour le sud, et puis forcément l'Île-de-France qui récupère un peu tout. Et tout ça, c'est pour se retrouver proche des clients. Ensuite, il peut y avoir quelques bureaux à droite et à gauche qui permettent de s'y retrouver.
Ce sont, ce sont des entreprises qui ne possèdent pas forcément de bureaux, pas forcément de locaux réels, parce que leur principale main-d'œuvre, ce sont les opérationnels. Leur principal produit, c'est la connaissance, c'est le savoir-faire. Donc ça, ce sont les différents profils que l'on peut rencontrer dans les sociétés de services. Donc en général, il y a le directoire, qu'on peut voir une fois par an, et encore, donc qui prennent quelques décisions. Ensuite, les commerciaux et les ressources humaines avec qui on a beaucoup plus de relations. Donc les ressources humaines, ça va surtout être lors des premières rencontres. Vous vous en rendez compte surtout sur Paris, en général, ils vous accueillent énormément, enfin, ils vous accueillent très bien. Et donc la majorité de la main-d'œuvre se retrouve dans les opérationnels, qui sont en règle générale soit les informaticiens, soit les chefs de projet. Donc c'est des informaticiens en charge large. C'est vraiment... pour vous donner une idée, il y a à peu près plus de 14 000 en société de services en France. Sachant que ça va à partir d'une personne, ça peut être une société de service. Ou deux personnes, ça va dépendre du statut. Donc voilà, le rôle du commercial étant de fournir, entre guillemets, le travail, la mission à l'opérationnel, ou le projet. On va voir qu'après, ça peut être partagé. Les ressources humaines, j'inclus aussi tout ce qui est administratif, en général, sera là plutôt vraiment pour tout ce qui... Enfin, pareil, on les voit rarement en règle générale. Donc c'est surtout un duo commercial-opérationnel qui va faire tourner en règle toutes ces entreprises. Vous donner un exemple de type de... Donc là, ce sont des chiffres classiques sur une société de service. On peut avoir plusieurs types de projets. Des projets au forfait. Donc là, on a obligation de résultat, c'est-à-dire qu'on fait un chiffrage sur un projet. On doit respecter ce chiffrage dans un temps donné. En règle générale, c'est ça. Et donc ensuite, il y a l'assistance technique qui est une obligation de moyens. Donc là, c'est obligation en intégration chez un client. Vous êtes au service de ce client et vous êtes facturé à la journée, donc en un jour. Donc là, vous allez travailler sur des projets qui peuvent être, soit c'est sur une période donnée, soit ce sont des périodes qui peuvent être plus ou moins longues. Certaines personnes vont passer 8 ans en tant que prestataire dans une entreprise, 10 ans ou 15 ans, et toujours sous le terme d'assistance technique. Donc il y a eu quelques problématiques juridiques pour justement tout ce qui était des lignes de marchandage. Quelques personnes ont commencé à faire appel et à partir ont commencé à vouloir être embauchés, ce sont tout ce qui est des lignes de marchandage. Et donc les centres de services ont été créés. Donc c'est un mix entre le forfait et l'assistance technique, ce qui veut dire que tu peux avoir les avantages ou les inconvénients des deux. Tu peux faire du chiffrage chez le client tout en ayant accès à son infrastructure. Tu peux aussi te retrouver avec un client qui, malgré le chiffrage, va te demander quelques à côté. Donc effectivement, ça peut jouer quelques tours. Comme exemple, je peux vous donner chez Thales où je travaillais sur un projet. Ce projet donc le client nous rajoutait souvent des demandes. C'était vraiment le tout début du centre de service chez Thales, la HELE. Et donc le client, en rajoutant des demandes, ça a fait qu'en les prenant en compte, on a fini par dériver. Donc on a dû travailler en 2-8 sur double. On est passé d'une équipe de 4 à une équipe de 16 personnes. Donc en travaillant en 2-8, parce que le matériel coûtait des fois plus cher que les compétences. Et donc là, ça demande vraiment un gros gap de remise en cause.
Donc voilà. Donc par contre, le centre de service est intéressant parce que ça permet d'avoir l'infrastructure client, mais en même temps d'avoir accès à des ressources projets, des chiffrages qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Donc les évolutions dans une entreprise de service numérique peuvent être diverses. On peut avoir donc moi, de par mon parcours, j'ai eu tendance à être un peu touche à tout. Donc j'ai fait aussi bien du dev que de la validation. J'ai fait du chiffrage ou du support. J'ai pas fait de commercial, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité aussi d'évoluer dans une fonction plus commerciale. L'intérêt vraiment d'une société de service va être de pouvoir rencontrer énormément de monde, énormément de projets complètement différents. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément faisables dans une entreprise pérenne. Alors, certains pourront dire que actuellement il peut y avoir aussi une certaine forme d'ubérisation de la société, qui peut être la voie suivante, qui va être que beaucoup vont être indépendants, mais vont quand même travailler pour une grosse structure. Mais la société de service permet quand même de créer un pont entre les deux métiers. Donc voilà, si vous avez des questions.